Toujours dans la dynamique des écosystèmes, essayons de comprendre, de voir la dynamique de l'installation d'une forêt, les perturbations qui peuvent occasionner des problèmes vis-à-vis de cette forêt, et la résilience qui correspond globalement à la reconstruction de la forêt par elle-même. La forêt, nous avons bien compris dans les cours précédents que c'est un système qui est très dynamique et qui évolue continuellement. Mais cette forêt, cet écosystème forêt, peut être endommagé pour diverses raisons. Et donc il y a des perturbations qui sont plus ou moins importantes. Et donc cette forêt qui subit des perturbations peut avoir, si les perturbations ne sont pas trop importantes, donc la capacité de se régénérer. On parle de résilience. Alors, essayons de nous poser le problème suivant. Quelles perturbations ou sortes ou types de perturbations peuvent affecter un écosystème forestier qui est déjà en place, et comment réagit cet écosystème forestier face à la menace ou face à la perturbation? Alors, nous allons voir sous trois aspects la réponse à ce problème. D'abord, nous allons dire quelques mots sur la dynamique de l'installation d'une forêt. Ensuite, nous verrons que les perturbations peuvent être diverses, avant de parler de résilience face aux perturbations. Donc, nous parlons bien de dynamique des écosystèmes, dynamique quant à la formation, à la progression de la formation d'une forêt, les perturbations et la résilience. Même sans l'action de l'homme, les écosystèmes montrent une dynamique à la fois dans l'espace et dans le temps. On dit dynamique spatio-temporelle avec des perturbations. Les incendies existent, les maladies existent également chez les végétaux dans une forêt, mais dans une forêt, il n'y a pas que des végétaux. Hein. Il y a aussi la faune. Donc il y a la faune et la flore, il y a ce que l'on appelle la biocénose, et puis tout ce qui concerne les caractéristiques physico-chimiques correspondent au biotope. Donc biocénose et biotope sont caractéristiques de tel ou tel écosystème, notamment les écosystèmes forêts. Donc cet écosystème montre bien une dynamique dans l'espace et dans le temps, et à travers cette dynamique, il peut y avoir des perturbations régulières ou occasionnelles, telles que les incendies, les maladies, etc., qui vont affecter les populations végétales ou les populations animales. Alors, il existe donc une complexité du réseau d'interaction, et la diversité fonctionnelle favorise la résilience des écosystèmes qui, jusqu'à un certain seuil de perturbation, aient la capacité de trouver un état initial après la perturbation. Je répète, la complexité du réseau d'interaction et la diversité fonctionnelle favorisent la résilience, c'est-à-dire la capacité à se restructurer, à se reformer, donc favorise la résilience des écosystèmes qui, jusqu'à un certain seuil de perturbation, correspond, cette résilience donc, à la capacité de retrouver un état initial après perturbation. Alors on ne retrouve jamais, elle ne retrouvera jamais un état initial, mais proche de l'état initial. Un écosystème se caractérise donc par un équilibre dynamique susceptible d'être bousculé par des facteurs internes, mais également par des facteurs externes. Il n'y a pas d'équilibre stable des écosystèmes, mais des équilibres dynamiques qui évoluent dans l'espace et dans le temps, un peu de manière spiralaire. Donc ces équilibres dynamiques peuvent être bousculés, modifiés, heurtés, entre parenthèses, donc il peut y avoir des perturbations. Suite aux perturbations, il peut y avoir une résilience, mais quelquefois les perturbations sont irréversibles. Donc il s'agit là de
pour vous, de savoir extraire et d'organiser les informations issues de l'observation directe sur le terrain. Si vous pouvez, si c'est possible, c'est bien. Ne serait-ce que le week-end, vous partez en promenade avec votre appareil photo, votre caméscope, vous prenez des notes et vous faites une vidéo. Donc il faut savoir décrire les éléments et les interactions au sein d'un système. Donc un écosystème, c'est un ensemble en équilibre dynamique qui évolue à travers des stades constituant une succession écologique. Des perturbations peuvent modifier la composition et la structure des écosystèmes, et la capacité de résilience de l'écosystème forêt lui permet à cette forêt de retrouver son état pré-perturbation si celle-ci n'a pas été trop importante. Donc, rappelons quelques étapes correspondant à la succession écologique qui va mener à ce que l'on appelle le climax. Le climax, donc, c'est un stade qui correspond à la maturité de la forêt qui est supposée en équilibre dynamique. C'est ce que l'on appelle le climax. Alors, lorsqu'une forêt va s'installer, avant qu'elle s'installe, il n'y a pas de forêt. Bon, il faut bien un temps zéro. De 0 à 2 ans, il y a ce que l'on appelle le stade numéro 1, où il va y avoir une végétation qui sera relativement pionnière. Alors ça peut être des lichens, des mousses, ça peut être diverses plantes qui vont être là, qui vont se plaire dans cet endroit, correspondant pendant 2 ans au stade numéro 1. Donc la biodiversité et la biomasse font qu'il va y avoir une variation de l'épaisseur du sol. Si au départ on n'a pas de sol, on n'a pas de terre, pas de sol en fait, dans lequel les plantes peuvent pousser, mais si on a pratiquement directement la roche mère, la roche, donc le socle cristallin en fait, ça veut dire s'il n'y a rien dessus, évidemment les arbres, les végétaux, etc. ne peuvent pas s'installer. Donc il faut qu'il y ait une progression de la biodiversité qui va permettre la formation d'une biomasse, qui va permettre au sol de s'épaissir petit à petit grâce à d'abord une litière relativement mince au départ, mais qui va se transformer petit à petit en humus, dont la profondeur va croître et va pouvoir permettre aux racines de s'enfoncer. Toujours est-il que le stade 1 correspond à une végétation qui est pionnière, mousse, lichen et autres, etc. Et puis on passe au stade 2, de 2 à 20 ans, où là, les plantes ont déjà commencé à s'enfoncer plus ou moins profondément, puisque le sol commence à bien se former. Le sous-sol en parallèle peut être un petit peu abîmé, il peut apporter certaines matières minérales qui favorisent donc la croissance de certaines plantes, puisque les substances minérales passent dans la sève brute et vont contribuer à former, suite à la photosynthèse, en fait, des matières organiques. Donc le stade numéro 2 va correspondre plutôt à une prairie, puis il va y avoir un stade arbustif, où il peut y avoir des genêts à balais qui poussent, par exemple. Ça peut être des petits sapins, des bouleaux, etc. Bon. Donc de jeunes bouleaux, de jeunes sapins, de jeunes balais à genêts, de ce que l'on appelle la calune aussi. Bon. Donc ça, ce sera le stade 2 qui va durer à peu près 20 ans. Et bien sûr, dans cette succession écologique qui va mener tout doucement à ce climax, donc à cet équilibre dynamique relativement parfait, eh bien l'épaisseur du sol continue d'augmenter. Donc plus le sol augmente son épaisseur, plus les végétaux vont pouvoir coloniser. Et au bout de 20 ans, on arrive donc au stade numéro 3, qui va durer de 20 ans à 70 ans à peu près, et qui va correspondre à un stade forestier initial, où il va y avoir une prédominance des essences qui aiment la lumière, notamment le bouleau et le chêne par exemple. Alors on peut se demander d'où viennent les graines. Et les graines sont là. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et puis ensuite, donc au bout de 70, enfin au stade numéro 4, de 70 à 100 ans, eh bien on a bien le stade
forestier terminal, que l'on appelle le climax, avec prédominance des essences d'ombre, par exemple le hêtre, qui aura et qui a pu supplanter le bouleau et le chêne. Bon, c'est pas toujours le cas. Donc on voit bien qu'il y a une succession écologique qui est un processus naturel qui permet à un écosystème de se développer au travers ces stades, donc dans l'espace et dans le temps. Et ces stades correspondent à l'issue de ces stades, lorsque la forêt est en équilibre dynamique pratiquement parfait, eh bien, elle est dans l'état de climax. Enfin, on dit le climax. C-L-I-M-A-X. Et donc les stades se différencient par des communautés végétales qui seront différentes à mesure que l'épaisseur du sol augmente, à mesure que la biomasse et que la biodiversité augmentent également. Donc voilà, donc à tout moment, il peut y avoir évidemment des perturbations correspondant à ces stades donc, qui se mettent en place. Mais la forêt va réagir par résilience, peut réagir, alors pas forcément la forêt, ça peut être le stade 1 qui peut subir une perturbation, le stade 2, 3 ou 4. À chacun son niveau, des perturbations peuvent exister. Donc les êtres vivants d'un stade modifient les conditions de vie, notamment concernant l'évolution du sol, l'accès à la lumière, l'accès à l'eau, etc. et permettent l'installation de ceux du stade suivant. Donc ça veut dire qu'il y a un équilibre qui se crée dans l'espace et dans le temps, équilibre dynamique qui permet de passer d'un stade à un autre. Alors, que ce soit à n'importe quel moment de la constitution de la succession écologique en fait qui mène à ce climax, il peut y avoir différentes perturbations. Alors ça peut être l'homme, par exemple, qui va abattre des arbres. Donc ça veut dire que déjà s'il abat les arbres, les bûcherons, par exemple, ça veut dire que ça peut perturber plus ou moins en fait l'habitat. Ça peut être des maladies. Donc des arbres, par exemple, peuvent être malades. Ça peut être la sécheresse suite à une canicule ou pendant une canicule. Ça peut être des feux de forêt. Ça peut être des attaques par un insecte. Donc il y a de multiples causes de perturbations qui vont faire que l'écosystème forêt va être perturbé. Et donc il va falloir que cette forêt ou que ces stades, donc que la biocénose au niveau de ces stades, eh bien, doivent réagir. C'est ce que l'on appelle la résilience face aux perturbations. Alors vous pouvez trouver de très nombreux exemples de forêts qui sont détruites, par exemple suite à un incendie, et qui se reforment au bout d'un certain temps. Donc il y a certaines zones de forêt qui ne sont pas exploitées, par exemple par l'homme, mais qui peuvent subir des intempéries. L'homme lui-même peut exploiter des forêts et détruire en partie la forêt. Il peut laisser libre cours à la forêt également. Il peut prendre des arbres, se servir, et puis laisser la forêt se débrouiller toute seule, entre guillemets. Ou bien l'homme peut replanter également. Mais à ce moment-là, c'est plus vraiment la résilience pure, c'est l'intervention de l'homme pour aider la forêt à se perpétrer, entre guillemets. Bon, donc, quoi qu'il en soit, donc il y a des zones de forêt qui ne sont pas exploitées par l'homme et qui peuvent subir des intempéries qui vont endommager les arbres. Donc ils vont endommager la forêt, donc les arbres et les animaux qui s'y trouvent. Si c'est une intempérie, donc une tornade, n'importe quoi, vous pouvez imaginer ce que vous voulez, bien, des êtres vivants peuvent mourir ou être gravement atteints. Bon. Certains secteurs peuvent être atteints et pas d'autres. Bon. Vous pouvez imaginer tous les cas possibles. Donc si vous vous souvenez, en 1999, il y a eu une violente tempête qui a anéanti pas mal de forêts. Alors pas vraiment anéanti, mais en tout cas il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés. Et entre deux épisodes de tempête, la forêt essaie de se restructurer. On parle bien de résilience qui permet à cet écosystème en fait de retrouver un peu de dignité d'antan, en quelque sorte. Donc la résilience d'un écosystème, c'est la capacité à s'auto-réparer
suite à une perturbation et à retrouver un état de biodiversité, de structure et de fonctionnement pratiquement similaire à l'état initial. Voilà, donc là vous pouvez prendre l'exemple d'un incendie également, prendre l'exemple d'intempéries quelconque, incendie ou autre. Alors, vous pouvez suivre également donc des zones dépourvues d'arbres. Il y a quelquefois des zones sans arbres qui sont appelées des trouées de Chablis, qui sont dans un premier temps colonisées par des arbustes puis par des arbres. Donc d'abord les bouleaux ou des chênes puis des hêtres ensuite. Donc vous pouvez vous procurer un graphe du pourcentage des zones sans arbres en fonction des années. Et en 1967, donc il y a eu donc une tempête particulièrement violente en fait. Donc en 1967, 1990 et 1999. À titre d'exemple, dans une certaine forêt, donc le nombre d'arbres déracinés en 1967 était de 147 et en 1990 c'était 108. 1999, donc je n'ai pas les valeurs. Le nombre d'arbres cassés par le vent c'était respectivement de 21 et 45, alors j'ai toujours pas pour 1999. Et le nombre total d'arbres endommagés était de 168 et 153 et 110 respectivement en 67, 90 et 99. Ce qui faisait en gros 4,9 arbres par hectare en 1967, 4,5 en 90 et 3,2 en 1999. Donc vous prenez un hectare et vous voyez globalement 5 arbres qui sont détruits. Alors pas des petits arbres, des gros arbres. Donc à partir de cette tempête, donc, il y a eu des zones qui se sont retrouvées sans arbres. Et si vous regardez le pourcentage de zones sans arbres, en 1967, c'était à peu près, on va dire, 8% de zones sans arbres. En 1990, donc, il y avait à peu près 4% de zones sans arbres. Donc ça veut dire qu'entre 1967 et 1990, donc il y a eu une chute très conséquente du nombre de zones sans arbres. En fait. Puisque entre 1960, alors en 67, je me suis trompé, en fait c'est pas 8, c'est plutôt 16 zones sans arbres, donc 16% de zones sans arbres. 16% c'est quand même assez important, et à partir de ces 16%, vous allez pratiquement en ligne droite en descendant jusqu'à 1990 pour atteindre les 4%. Donc voilà. Donc ça veut dire que la conséquence en fait de zones sans arbres est que pour récupérer la quantité d'arbres dans cette zone, il a fallu que l'homme intervienne, et dans cette optique-là, donc en 1990, eh bien il y a eu dans certains endroits donc des reboisements, des plantations de nouveaux arbres, ce qui est si bien que les zones sans arbres eh bien, sont tombées, alors étaient tombées à peu près à 5%, mais sont remontées à 12-15% suite à l'immense tempête de 1999. Alors, donc voilà, donc la résilience et la biodiversité, en fait, vont ensemble. La résilience, ça dépend un petit peu de la biodiversité. Plus la biodiversité était importante avant la perturbation, plus la résilience va pouvoir permettre la reformation, entre guillemets, d'un climax adéquat. Bon. La résilience, donc, c'est une propriété écologique intrinsèque de chaque écosystème. Cette capacité à s'auto-réparer dépend de la sévérité de la perturbation, mais surtout de la biodiversité de l'écosystème avant la perturbation. Comme je vous disais, plus la biodiversité est importante et plus la résilience va être favorisée en fait. Donc la complexité du réseau d'interaction au sein d'un écosystème va donc favoriser cette résilience. Donc ça peut être la richesse des végétaux, donc sous forme de petites pousses qui n'ont peut-être pas été abîmées, mais ça peut être des graines, des semis, des rejets,
des apports par migration de nouveaux animaux également. Donc, et son adéquation aux nouvelles conditions du terrain qui déterminent la possibilité et la vitesse de la régénération du boisement. Donc, des écosystèmes forestiers sont particulièrement riches et complexes et ils sont souvent très résilients. Quelquefois, la perturbation est tellement violente que la résilience n'est pas possible. Bon. Donc voilà. Alors, nous avons vu qu'il y a un équilibre dynamique qui existe dans tous les écosystèmes, en fait. Donc les perturbations sont des événements qui sont normaux, qui font partie de l'histoire des écosystèmes. Donc ces perturbations sont plus ou moins violentes, plus ou moins importantes. Il y a, lorsque la forêt va, avant que la forêt ne se forme, il y a des successions, donc différents stades, donc on dit des successions écologiques. Et lorsqu'il n'y a pas de perturbation, les écosystèmes changent toujours au cours du temps, car les espèces qui vont se développer vont modifier les conditions de vie, ce que l'on appelle le biotope, et vont favoriser le développement d'autres êtres vivants qui vont les remplacer, notamment lorsqu'il y a des immigrations et implantations dans les niches écologiques de différents immigrants, entre guillemets, qui vont pouvoir remplacer certaines espèces qui peuvent disparaître. Par exemple, si le stade qui va mener au climax ne leur correspond pas, ne s'installe au niveau de ces stades que les espèces, que la biocénose qui peut s'adapter. Et cette adaptation se fait de stade en stade. Des espèces arrivent et s'implantent, puis disparaissent, et d'autres arrivent et s'implantent à leur place. Donc il y a une grande diversité de perturbations possibles. Une perturbation, c'est un événement qui va modifier la structure, le fonctionnement et la composition d'un écosystème. Ces perturbations peuvent bien sûr être d'origine naturelle. On pense par exemple aux tempêtes, aux feux de forêt, suite à la foudre, par exemple dans une forêt sèche. On peut avoir un feu de forêt, mais ces perturbations peuvent être provoquées par des actions humaines qui peuvent être de nature très variée. Donc ça peut être l'attaque par un insecte, ça peut être un feu de forêt, une sécheresse, l'attaque par un champignon. L'homme également peut intervenir, ça peut être une origine criminelle, par exemple mettre le feu à certaines forêts, comme c'est le cas tous les ans, lorsqu'il fait chaud, en été par exemple, en France. Ça peut être l'être humain qui va couper des arbres également, de manière volontaire ou involontaire vis-à-vis du gouvernement. Bon. Il faut respecter les lois. Les effets de ces perturbations sont plus ou moins importants selon la force de la perturbation et la capacité de résilience de l'écosystème. Donc là, vous avez bien compris ce concept de résilience qui permet à la forêt de retrouver son climax, soit le climax initial, soit le climax qui se forme suite à l'évolution de différents stades qui permettent d'obtenir une forêt. Alors, donc, il y a bien ce concept de résilience que vous avez compris, qui est très important, donc suite à des tempêtes, par exemple, mais pas que des tempêtes. Donc, il peut y avoir mort d'arbres par déracinement ou arrachage, si la tempête est particulièrement violente, et certaines zones vont pouvoir se retrouver sans arbres. Donc, ces zones vont pouvoir évoluer, vont reprendre des successions écologiques caractéristiques de la zone, mais néanmoins, si l'intensité d'une perturbation est telle que la résilience n'est plus possible, dans ces conditions, la forêt va pouvoir se dégrader. Donc je répète qu'un écosystème, c'est un ensemble en équilibre dynamique qui va évoluer à travers des stades qui vont constituer une succession écologique. Des perturbations vont pouvoir modifier la composition et la structure d'un écosystème, donc son fonctionnement également, et sa capacité de résilience va lui permettre de retrouver son état prêt avant la perturbation, si cette perturbation n'a pas été trop importante. Donc voilà, nous avons défini de manière très simple la dynamique de l'installation d'une forêt à travers certaines successions végétales. Nous avons essayé de comprendre en fait qu'à travers ces stades, eh bien, un climax, un stade forestier, au stade terminal que l'on appelle le climax
va se former, va permettre de voir que cette forêt atteint une prédominance d'essence d'arbres, d'essence d'ombre, tels que les hêtres. Bon, les hêtres, pour prendre un exemple, hein, il y a d'autres possibilités. Donc ces perturbations peuvent être très diverses, hein, on l'a vu. Nous avons vu également que il y a une certaine résilience qui sont liées à ces perturbations et que la forêt peut se régénérer. La forêt peut se construire, entre guillemets, lorsqu'il n'y a rien. Elle peut se former. On avait parlé de climax. À ce moment-là, la forêt est formée, elle est à son état d'équilibre dynamique, mais suite à une perturbation, la forêt était bien présente, donc dans ces conditions, il faut qu'elle retrouve un état digne, entre guillemets, et retrouver sa forme climax, entre guillemets. Donc dynamique des écosystèmes, hein, on a bien compris qu'il y a une dynamique face à l'installation d'une forêt, lorsqu'elle n'existe pas encore, une dynamique face aux perturbations qui permet à la forêt de réagir, alors sur le long terme, hein, enfin sur le court, moyen et long terme, et permettre grâce à cette résilience donc de retrouver un état relativement initial lorsqu'elle n'existait pas encore, lorsqu'elle existait, qu'elle a été perturbée, ou lorsqu'elle n'existait pas, qu'elle trouve un état de climax, et que face aux perturbations qui peuvent exister durant chacun des stades, en fait, eh bien cette forêt va évoluer, va se fortifier, entre guillemets. Le cours est terminé. Merci. Ma photo finale, hein, toujours.